Allez, on va démarrer avec vous, cher monsieur Pouyanné, PDG de Total. Prenez un micro. Qu'est-ce que ça vous fait d'être ici devant cette noble assemblée, cette auguste assemblée, d'être ici au colloque annuel, vous issu de l'oil and gas, au colloque annuel des énergéticiens de l'électricité? Qu'est-ce que ça vous fait? Je disais à M. Lac que moi aussi, j'y connaissais rien à l'électricité. Oui, c'est pour On ça que vous était êtes deux, lancé dans donc fallait Spring, alors. pas. Écoutez, d'abord, je suis heureux d'être parmi vous. Oui. Je suis heureux qu'on m'ait invité d'ailleurs, ce qui a été une belle surprise. Il y a eu un débat, pour être honnête, chez Total, pour savoir si je devais répondre à l'invitation, mais je dirais quand même, avec ce qu'on a fait récemment, je pense qu'il faut que je réponde oui. Et je veux juste vous dire pourquoi effectivement le mot, j'ai dit oui d'ailleurs, c'est parce que l'électricité, j'ai prononcé un jour une phrase qui maintenant me colle à la peau dans toutes les dépêches d'agence. Bizarrement, je l'ai prononcée qu'une seule fois, cette La phrase. pompe Alors, à la prise? c'est la deuxième fois que je vais la prononcer. Ouais. J'ai dit un jour, le 21e siècle sera électrique, simplement parce que dans toutes les études que j'observe sur le monde de l'énergie, toutes disent la même chose, c'est que la croissance en demande en électricité ira plus vite que la croissance moyenne en demande en énergie autour du 21e siècle. C'est un fait. Et puis, quelque part, parce qu'au fond de la stratégie du groupe de Total, lorsqu'on réfléchit à l'évolution du monde énergétique et du monde des hydrocarbures, nous sommes convaincus, nous prenons en compte notamment tout ce qui est changement climatique, qu'il y a un hydrocarbure qui a un futur sans doute une croissance plus forte dans les prochaines années, dans les prochaines décennies, je dirais, que l'autre, c'est le gaz, et qu'à la fin, qu'est-ce qu'on fait avec du gaz? De l'électricité. Voilà comment on arrive au mot électricité. On y arrive simplement par le mot gaz et électricité, puis on y arrive par une autre voie, c'est que lorsqu'on regarde le panorama des énergies, on voit aussi qu'il y a une autre croissance forte, c'est les énergies renouvelables. Et qu'est-ce qu'elles font, les énergies renouvelables? De l'électricité. Voilà pourquoi le groupe qui est Total. D'abord parce que fondamentalement, on restera un pétrolier gazier, mais le gaz est un moteur de croissance fort. Et puis parce qu'on veut aussi être un énergéticien responsable, donc on fait renouvelable, donc on arrive à l'électricité. Voilà pourquoi je dois être là aujourd'hui, je pense. Eh bien, avec plaisir. Eh bien, vous nous détaillerez un peu votre stratégie parce que les annonces n'ont pas manqué, à commencer bien évidemment par Spring. Alors, je me tourne tout de suite vers vous, Jean-Bernard Lévy. Je suis sûr que vous êtes ravi d'accueillir ici au colloque de l'UFE Monsieur Pouyanné, le PDG de Total. Alors, j'ai que 2 ans d'avance sur lui. Hein. Oui, 2 ans d'avance. Enfin, je viens. EDF a un peu plus d'avance peut-être que Total sur l'électricité. Alors, comment on va parler un peu de Spring et puis après on abordera, mais on est au cœur de notre sujet, hein, bien évidemment, de la mutation, de l'adaptation, etc. Alors, honnêtement, comment vous voyez l'arrivée de Spring? Vous qui êtes l'opérateur historique, avec encore, je voyais les chiffres de la Creux, encore 85%, je crois, de part de marché sur les particuliers. Bon, ils veulent vendre 10% moins cher que les tarifs réglementés et ils veulent une électricité verte, notamment grâce à l'achat des certificats de garantie d'origine. Vous aussi, vous avez maintenant une offre verte, évidemment. Bon, allez, comment Monsieur Lévy voit l'arrivée de Monsieur Pouyanné dans la fourniture d'électricité grand public? Avec une grande amitié qui nous lie depuis des décennies. Oui. Mais c'est plutôt EDF qui voit l'arrivée de Total, je crois. Oui. Je crois qu'il vaut mieux le présenter comme ça. Oui. Eh bien, le marché est attrayant. Patrick l'a dit, parce que l'électricité, c'est l'avenir. C'est le moyen d'avoir toutes les énergies possibles pour toutes les applications possibles de l'énergie sans émettre de gaz à effet de serre. Donc l'électricité, elle est partout, elle sera partout. Il y a des petits débats quelquefois avec François, savoir dans notre pays quelle est la croissance ou l'absence de croissance à laquelle il faut s'attendre. Mais finalement, nous, on est sur un marché qui attire des grands groupes qui viennent d'horizons multiples, qui viennent des hydrocarbures, qui viennent du monde de la grande distribution, peut-être les GAFA. Un jour, ça fait 3 ans que je suis là, 3 ans qu'on me dit que les GAFA arrivent, Oui. peut-être finir par arriver. Oui. Et bien donc, nous, on est solidement sur le marché de l'électricité, avec des Français qui nous font confiance, une part de marché qui a baissé rapidement dans le monde des entreprises. Nous avons aujourd'hui, alors ça dépend si on prend les grandes entreprises, les petites entreprises, mais en moyenne, à peu près une entreprise sur 2 en France nous fait confiance, et environ 5 particuliers sur 6. Et puis cette part de marché sur les particuliers, elle est attaquée par des grands groupes qui viennent sur ce marché. Restons quand même honnêtes sur les promesses. Hein. On parle de baisse des prix, mais c'est la baisse des prix sur la part énergie. Et chacun sait que la part énergie, c'est une partie seulement de la facture. Je crois que les Français ne sont pas dupes, ils savent bien qu'il s'agit de gagner quelques euros. Et pour beaucoup de Français, quelques euros, eh bien, c'est une somme à laquelle ils font attention. Et donc nous avons une riposte, une contre-attaque. Nous nous sommes nous-mêmes lancés, courageusement, si je puis dire, sur des offres de marché il y a quelques semaines, avec des offres vertes, avec des offres vertes week-end. Et donc nous avons aujourd'hui une panoplie plus large d'offres pour nos clients. Puis nous avons aussi
comment dire, notre propre nouvelle frontière dans le monde de l'électricité, c'est le numérique. C'est SOWI que nous avons lancé l'année dernière, qui est une tentative de notre part pour aller vers la maison connectée, pour rentrer de l'autre côté du compteur. Pendant des années, nous n'avions pas le droit d'aller de l'autre côté du compteur. Aujourd'hui, on peut aller de l'autre côté du compteur, donc on y va. Et SOWI est un des multiples exemples de cette stratégie. Bien évidemment, on va en reparler là aussi tout au long de cette manifestation des initiatives des uns et des autres. Je poursuis ce petit tour de table rapide avec vous, Pierre Mongin, sur l'arrivée donc de Total avec Spring. Comment vous voyez les choses, vous qui êtes engagé dans une longue mutation maintenant depuis plusieurs années, qui commence, du moins en ce qui concerne les cessions, par exemple, à porter ses fruits. Comment voyez-vous l'arrivée donc de Total? Vous connaissez bien M. Pouyanné. Je crois que vous avez servi ensemble sous M. Balladur, c'est ça, voilà. Donc ça ne nous rajeunit pas. Encore que... Alors, encore que... Oui, mais c'était le tremplin de brillante carrière. Alors, comment voyez-vous l'arrivée de Total, monsieur ? Écoutez, avec sympathie d'abord pour ce grand groupe national, avec lequel d'ailleurs on vient de conclure un deal très important qui renforce Total dans le monde, mais je ne suis pas là spécialement venu parler de Total. Bien sûr. Donc je voudrais vous dire un mot de la transformation. On va y revenir. Non, mais par rapport à nos offres de marché, en électricité, nous sommes un peu à l'origine du développement, je dirais, des offres vertes en France, puisqu'il y a plus d'1 an, nous avons lancé une offre 100% verte, sans aucune augmentation de prix pour le consommateur, que 9 mois après, nous avions déjà 1 million de clients, et la progression continue. Donc, si vous voulez, l'innovation dans le marché de l'électricité, Engie veut en faire un point fort de son activité. Nos offres week-end également, qui sont des offres à réduction de 30% sur les week-ends, qui a été suivi d'autres fournisseurs qui nous imitent. Mais ils ont raison, puisque c'est une offre qui est une offre réussie. Donc, en réalité, nous sommes très présents sur ce marché du B2C, de manière générale, avec 14 millions de clients en Europe. Très présents en Belgique, évidemment, où nous sommes l'opérateur hérité d'un opérateur historique dans une concurrence très forte aujourd'hui, un vrai monde concurrentiel en Belgique. Je pense qu'il y a beaucoup à apprendre de l'exemple belge en termes de fonctionnement des marchés. Peut-être aussi sur la sortie du nucléaire, mais ça on en parlera plus tard éventuellement. Ça c'est autre chose. Comment on est dans la mutation sur la sortie nucléaire, mais c'est un autre débat, vous avez raison. C'est un autre débat. Mais en Belgique, si vous voulez, il n'y a pas de tarif réglementé. Ça a disparu. Donc c'est une question qu'on peut se poser pour le marché. Alors, là aussi, je poursuis mon petit tour de table avec vous, Xavier Caillutucoli, le président de Direct Énergie. J'ai coutume de dire qu'avant, celui qui mettait un peu les pieds dans le plat, c'était vous, Direct Énergie, le plus gros des alternatives. Est-ce que maintenant, c'est pas un peu monsieur Pouyanné et Total avec leur offre? Comment voyez-vous l'arrivée donc de Total dans l'électricité? Écoutez, nous, on la voit avec satisfaction, parce que le marché est ouvert depuis 15 ans et tous les chiffres montrent qu'il y a encore 50% des Français qui ne savent pas qu'on peut changer de fournisseur d'électricité. Oui, il y a eu une enquête récemment. Oui. Donc, plus on va être nombreux à évangéliser le marché, plus on va être nombreux à dire à tous les consommateurs qu'ils peuvent changer de fournisseur dans les médias, dans la presse, etc. Et plus il y aura de l'animation. Et donc, nous, on s'est longtemps senti un petit peu seul sur le terrain de jeu. Et aujourd'hui, on voit arriver Total, Cdiscount et beaucoup d'autres. Et donc, on les reçoit avec satisfaction. On aime la concurrence, c'est notre ADN. Direct Énergie a 15 ans. Et donc, on est très heureux. Et je suis sûr que la présidente Christine est ravie. Ça fera des adhérents en plus pour l'UFE, j'en suis certain. Eh bien, très bien. Alors, d'ailleurs, vous êtes déjà adhérent, je crois, via des filiales. Il y a déjà des filiales de Total qui sont à Je l'UFE. sais pourquoi j'ai été invité, c'est parce qu'il y avait un grand débat et Jean-Bernard me poursuit depuis 6 mois. Donc, il s'est dit, s'il vient à la table ronde, il n'aura pas le choix. Voilà. Et ben voilà, en tout cas, une très belle initiative. Et croyez-moi, je pense que les électriciens sont ravis de vous accueillir. La question, c'est de savoir s'il y a de la place pour tout le monde. Peut-être qu'on se posera la question au rendez-vous dans quelques années pour voir le succès des uns et des autres. François Brod, je poursuis là aussi très rapidement. Alors, le gestionnaire de transport que vous êtes, comment voyez-vous les choses? Finalement, c'est loin de vous. Bon, vous dites bienvenue au club, il faut respecter les règles du système électrique. Ce serait ça le message que vous pourriez faire passer? Qu'est-ce que vous voudriez faire passer comme message, le regard d'RTE sur l'arrivée d'un poids lourd comme Total? Je n'ai pas compris que c'était ça le sujet de la table ronde. Mais j'ai juste dit que c'était en préambule. Je veux bien me payer l'exercice. Mutation, adaptation, innovation.
vu de ma fenêtre, ce n'était pas une surprise. Total connaissait le solaire, Total connaît l'offshore. Total avait investi beaucoup dans les batteries. Les batteries sont un signal de progrès très fort, puisqu'elles vont bientôt charger 20 fois plus vite, avec un stockage encore plus important. Bref, il y avait une logique à ce que, au nom de la mobilité électrique qui est annoncée pour les voitures, et j'ai bien noté qu'il y avait des stations Total ici ou là qui chargeaient, non pas avec de l'électricité, mais de l'essence, les voitures. Je ne voyais pas comment ce groupe, pour le dire franchement, pouvait être absent finalement du monde de l'électricité avec une offre. Donc c'est une logique qui ne me surprend pas, si c'est ça votre question. Et d'une intégration donc dans un système électrique défini. Enfin. Alors, on fait deux choses. Nous, on gère effectivement le réseau de transport, mais surtout on gère l'équilibre offre-demande. C'est-à-dire ce métier qui fait que toutes les secondes, on n'a que 4 secondes pour ne pas se planter. Il faut toujours qu'il y ait autant de demandes que d'offres, ou autant d'offres que de demandes. Et malheureusement, il arrive, et je le dis, que dans notre pays, il nous en manque un peu parfois. L'hiver dernier, pour un taux potentiel de 130 gigas, on n'avait en réalité que 70% de disponibles. Donc vous voyez que ce n'est pas commode. Et je veux dire une chose, puisque je suis venu souvent ici, avant de payer ma cotisation d'ailleurs, en demeurant, dans un autre statut, mais j'étais bien volontiers invité. Et à l'époque, le débat était, est-ce que la consommation électrique sera de plus 3, plus 4 ou plus 5%? C'était avant le règne de Christine, n'est-ce pas? Et donc le débat n'est plus celui-là, et c'est vrai qu'on peut avoir un débat avec quelques producteurs d'énergie là-dessus. Nous, on annonce une stabilité de la consommation, mais je veux juste faire un éclairage là-dessus pour leur montrer à tous qu'il y a beaucoup de travail pour demain. C'est que ce n'est pas linéaire tout ça. Et que la consommation électrique, elle monte, elle descend selon la météo, selon les heures du jour et de la nuit, et que le match du rapport entre consommateurs et producteurs, c'est un match qui ouvre des perspectives de performance très importantes. Eh ben, on aura l'occasion, bien évidemment, de revenir là-dessus. Et ce que vous allez offrir en termes de performance au système. Alors, pour conclure ce petit tour de table, Nicolas Sadirac, je l'ai dit, vous m'avez dit, moi, c'est simple, je ne connais rien au marché de l'électricité. Il a son background dans la physique, donc, et puis dans l'information et aussi dans la sécurité informatique, notamment à une certaine époque. Bon, voilà, qu'est-ce que ça vous inspire tout d'un coup, tous ces grands noms là autour de la table, que tous les Français connaissent parfaitement et qui aujourd'hui voient l'arrivée d'un nouveau poids lourd. Alors voilà, est-ce qu'on est là dans la disruption, dans l'innovation, dans la mutation et dans la nécessité de s'adapter? Comment vous voyez ça, vu depuis l'école 42, aujourd'hui, sur un marché incroyablement difficile, qui va devenir incroyablement compétitif, et que tous les grands soient là? Est-ce que c'est une logique de croissance et qu'il y a d'autres secteurs de l'économie qui devraient être disruptés dans notre pays, comme celui-ci? Vaste question. Moi, de l'extérieur, je trouve ça plutôt rassurant. C'est plutôt bon signe que les choses évoluent et que ça ne soit pas figé. Donc, ça laisse penser qu'il y a une certaine agilité dans ce domaine qui présage une possibilité de s'adapter à des changements, quoi. C'est à peu près tout ce que je peux dire. Après, je n'ai pas du tout d'idée sur est-ce que le marché est attrayant ou pas. J'imagine que oui, s'il y a des nouveaux acteurs. Et puis, en tant que consommateur, c'est plutôt bon signe qu'il y ait de la concurrence. Bon, et puis bien sûr. Et puis vous nous direz après comment vous voyez les choses, vous qui formez des jeunes. Et je lui ai posé la question, il était un peu mitigé, c'est-à-dire qu'il ne s'intéresse pas forcément beaucoup au métier de l'électrique. Et il y a peut-être des choses à améliorer de ce point de vue-là. Et par la mutation, par l'adaptation, il y a peut-être de jolis scénarios à ouvrir. Alors, je repars avec vous, Monsieur Pouyanné. Comment fait-on sur la question de la capacité des grandes entreprises à continuer à investir dans votre corps modèle? Vous avez quand même mis 7 milliards, je crois, dans Maersk, fort récemment, l'entreprise danoise. Comment on arrive à donc continuer à gérer un actif lourd et puis à investir dans des domaines qui sont a priori pas forcément les vôtres d'un point de vue direct? Et vous voulez arriver à 20%, je crois, dans vos actifs d'ENR. Oui, mais je crois que c'est tout l'enjeu de... À la fois, il faut être excellent dans ce qu'on sait faire. Oui. Parce que c'est ça qui fait vivre l'entreprise. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, Total génère chaque année 20-22 milliards de dollars de revenus. Et puis après, on réinvestit. Et grâce à cette excellence dans nos métiers de base, on prépare le futur. Puisque dans une entreprise énergétique, on est sur des temps moyens et longs. Et donc, la non-décision aujourd'hui, elle vaut aussi cher potentiellement pour le futur que la décision que je prends. Et donc, on a décidé qu'on voulait se diversifier. C'est une diversification, donc il faut une certaine humilité. C'est pas parce qu'on est très bon dans le pétrole et dans le gaz qu'on va tout savoir faire. Dans des énergies dites bas carbone et qu'on allait y consacrer entre 500 et plutôt 1 milliard de dollars d'ailleurs par an. Alors, c'est pas beaucoup par rapport aux 22 milliards, c'est pas mal pour arriver à établir un business, quoi. Et donc, on va y aller patiemment. On va faire des erreurs, on va faire, j'espère, des choses mieux, donc dans divers domaines. Et encore une fois, c'est une diversification. Alors, honnêtement, la décision consistant à
à aller vers le gaz et l'électricité en B2C, puisqu'en fait, on était déjà dans le B2B. Alors, c'est peu connu, mais on avait, à cause de notre business gaz, en fait, on avait un commerce européen, on a 15% du marché britannique, 7 à 8% du marché allemand. En France, on est présent depuis des années. Et en fait, d'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'était rendu compte, parce qu'on était à vendre notre gaz, que même nos clients B2B, ils voulaient aussi de l'électricité. Ils ne voulaient pas nécessairement deux fournisseurs. Et puis après, la question était, est-ce qu'on va vers le B2C? Ce qui était une décision pas du tout évidente. Bon, il se trouve qu'on a décidé d'acheter l'Empiris en Belgique, un des acteurs dont parlait, qui nous a offert une plateforme digitale et qu'on s'est rendu compte que sur la France, ce qui n'est pas d'ailleurs un business model qu'on pourra répliquer dans d'autres pays. Sur la France, on avait des atouts qui étaient... Bon, on avait la plateforme digitale, l'Empiris, qui avait l'outil technologique. On avait notre renommée, notre connaissance. On n'a pas besoin de faire beaucoup de pub pour dire ce que c'est que Total. Enfin, il faut dire qu'on vend du gaz et l'électricité. Mais enfin, et là, c'était un atout par rapport à d'autres concurrents qui, eux, doivent s'établir. Alors, Direct Énergie est déjà établi, mais d'autres vont devoir s'établir. Donc, on avait un énorme atout, puisque finalement, en coût marginal, c'est très faible. Hein. Nous avons réalloué une partie des budgets publicitaires qu'on dépense en France sur l'offre gaz-électricité. Puis je trouve que ça parle aux Français, par ailleurs. Et puis, donc, c'était un coût relativement nul. Donc, la vraie décision, c'était d'acheter l'Empiris. Une fois qu'il y avait l'Empiris, aller sur la France, c'était presque naturel pour nous. En plus, il y a une démarche de notre part, grand groupe mondial, qui est de plus en plus intéressé au territoire du groupe, et notamment la France. Parce qu'il y a toujours une relation entre nous, groupe mondialisé qui gagne des milliards, et les territoires. Donc s'intéresser aux consommateurs français en faisant une offre simple est aussi un moyen pour nous d'être ancrés sur nos territoires et de répondre à un certain nombre d'attentes des Français. Mais c'est un challenge sur, mettons, vous avez dit 2035, je crois, hein, c'est ce que j'ai vu dans la littérature de Total, 2035 pour arriver à 20% d'ENR. Vous estimez que ce sont des investissements de combien? Vous avez déjà fait une frénésie, une boulimie d'investissement. Il y a eu Saft, il y a eu Sun. Vous savez, 20%, c'est 150 milliards. Total, c'est 150 milliards d'actifs. Dans 20 ans, je pense qu'on sera plus gros que ça. Donc ça fera un portefeuille de 30 à 40 milliards d'actifs. Donc on va y aller patiemment. Mais je veux dire, encore une fois, là-dedans, cette affaire, le 20%, oubliez-le, il n'y avait pas de modèle Excel, il n'y avait pas de grande... C'était plutôt donner une ambition collective. On s'est posé une question qui est de savoir, mais qu'est-ce qu'on veut être dans 20 ans collectivement, et on a fait travailler beaucoup de salariés dans le groupe. Et à la fin, on a dit on veut toujours être un grand de l'énergie, mais dans 20 ans, quand on regarde les marchés de l'énergie, il y en a qui croissent plus vite que d'autres. C'est un constat. On peut vouloir lutter. Et comme on a l'ambition de rester un grand de ce monde-là, d'où l'idée. Alors le 20% dans 20 ans, c'est fait un peu slogan. Je dois avouer que je ne regarde pas tous les matins si on est sur la trajectoire. Et puis on verra. Encore une fois, il y a peut-être des choses. On a traduit ça, on a commencé à traduire ça dans des ambitions à 5 ans. 5 gigawatts d'électricité d'origine renouvelable et plutôt 10 gigawatts d'ailleurs d'électricité, puisqu'on veut aussi investir dans des centrales à base de CCGT, à base de gaz. Donc voilà, et puis on verra comment tout cela évolue. Encore une fois, le rendez-vous dans 20 ans, je ne serai pas là, donc c'est assez facile pour le PDG de Total, 20% dans 20 ans, vous savez. Mais ça permet de mobiliser les équipes et de marquer les esprits. Ça, on va revenir sur la mobilisation des équipes, par exemple avec Saft, ce que vous pourriez faire dans le stockage à terme, dans l'innovation. Saft, pourquoi Saft? C'est simplement qu'on s'était rendu compte en étant dans le solaire que pour rendre tout ça économique, vraiment économique un jour, si on n'avait pas des systèmes de batterie efficients, compte tenu que quand vous investissez 100 gigawatts de capacité solaire, vous en avez utilisé 15 à 18%, sans stockage, alors qu'ils ne sont pas que les batteries, il y a d'autres façons de stocker, on passait à côté d'un sujet. Donc on s'est dit, allons dans les batteries, et parce qu'on a aussi une vision qui est en gros, on préfère avoir des actifs industriels entre nos mains, parce que du coup on apprend plein de choses, on se pose des tas de questions, que simplement faire de la R&D et de l'innovation par des startups. Voilà, donc ça nous oblige à réfléchir. Alors Jean-Baptiste Lévy, donc cette capacité d'EDF à investir et à innover, Jean-Bernard, pardon, c'est Jean-Baptiste, oui, pardon. Jean-Bernard Lévy, cette capacité à investir, oui, parce que Jean-Baptiste, il n'a pas fini de manière... voilà, on est d'accord. Je ne vous imagine pas comme ça, voilà. Alors, avec la peau de fourrure. Alors, investir, innover tout en gérant un actif lourd, c'est évidemment la stratégie d'EDF. Je crois que vous investissez toujours à peu près autant en ENR qu'en renouvellement nucléaire, à peu près, par an. On est sur quel chiffre chez EDF? C'est la révolution, quand même, chez EDF. On a, depuis 2 ans, décidé qu'il fallait changer nos trajectoires d'investissement, concentrer nos investissements sur les grands enjeux. Les grands enjeux de la décarbonation, de la politique du climat, des décisions qui ont été prises chez nous à peu près au même moment que la COP21. Et depuis, nous investissons autant en création de nouvelles capacités renouvelables
qu'en création de nouvelles capacités nucléaires. Donc c'est à peu près 2 milliards par an de chaque Oui, à côté, peu près c'est 2 ça milliards et demi, D'accord. près de 2 milliards et demi. Ça fait un petit 5 milliards quand on additionne les deux. C'est légèrement au-dessus sur le renouvelable que sur le nucléaire. Dans le renouvelable, bien évidemment l'hydroélectricité. Hein. On est en train de construire, de rénover quelques barrages pour en améliorer la puissance en France, mais aussi à l'étranger, au Brésil par exemple. Et puis évidemment, c'est de l'éolien à terre, c'est de l'éolien offshore, peut-être un jour, si la France arrive à sortir un petit peu de ses contradictions. Et puis c'est évidemment beaucoup et de plus en plus du solaire, avec pour nous la perspective de très grandes fermes solaires sur lesquelles on investit à l'étranger et peut-être aussi un jour, quand ça sera possible, en France. Donc ça, c'est la révolution. La révolution, c'est dans Cap 2030, vous savez, le premier objectif, c'est on va se tourner vers nos clients, parce qu'on est un ancien monopole, donc on est beaucoup... je crois qu'on n'était pas mauvais en termes de process. Hein, le prix de l'électricité est beaucoup moins cher en France que dans les pays voisins. Je crois qu'on a un mix décarboné. Bon, on est assez fiers du passé. Il faut regarder l'avenir. L'avenir, c'est répondre aux besoins des clients dans un monde concurrentiel, ce dont on parlait précédemment. Et puis, c'est aussi renouveler notre parc avec un mix radicalement différent dans lequel le renouvelable et le nucléaire sont traités à part égale. Et alors ça, c'est facile à faire rentrer dans les esprits parce que, et en même temps, on en a parlé tout à l'heure là avec peut-être la nouvelle respiration pour le nucléaire, hein, avec la décision de reporter les 50% au-delà de 2025. Est-ce que c'est facile dans la culture nucléaire qu'a pu avoir l'entreprise, eh bien qu'on ait ces deux locomotives parallèles qui avancent avec peut-être des priorités de l'une sur l'autre sur le moyen terme? Je crois que je vais vous répondre de façon un peu directe. La réponse est oui. Je crois que ce n'est pas ça le principal sujet de la transformation d'EDF. Je crois qu'EDF aujourd'hui, le corps social d'EDF, adhère à l'idée que nous devons répondre aux objectifs de la politique climatique avec un certain mix de renouvelables et de nucléaire. Je crois que c'est plus difficile dans la transformation d'EDF, c'est de changer la manière dont nous travaillons. Nous avons travaillé depuis des années avec beaucoup d'efficacité dans un mode de fonctionnement qui est centralisé, qui est vertical, qui est top-down, qui est très orienté process. Ce qui est plus difficile, c'est de s'adapter à un monde qui est d'abord beaucoup plus global, internationalisé. Nous sommes présents dans des dizaines et des dizaines de pays. Un monde où c'est le client qui décide. Ce n'est pas EDF qui décide pour ses usagers. C'est le client d'EDF qui décide ce dont il a besoin. Il faut qu'on s'adapte à ça. C'est un monde dans lequel les territoires s'approprient le monde de l'énergie. Je passe pas mal de temps, notamment en France, à aller à la rencontre des décideurs dans les territoires. Et puis c'est un monde qui est en train, assez tardivement par rapport à d'autres industries, d'être bouleversé par l'irruption du numérique. Pas simplement le numérique pour améliorer la productivité dans les process, mais le numérique pour enrichir les offres pour nos clients. Et on fait beaucoup d'efforts de façon aussi décentralisée. Et je reprends les mots de Patrick. Nous, on travaille beaucoup avec les écosystèmes du numérique parce que ça va beaucoup nous apprendre pour transformer nos offres et enrichir une offre qui n'est plus simplement de faire en sorte que quand on appuie sur l'interrupteur, la lumière fonctionne. C'est beaucoup plus que ça. Et c'est cette transformation-là d'EDF qui me passionne et qui aujourd'hui est en gestation et qui va se dérouler. Mais dans une grande entreprise comme celle-là, ça ne peut pas se faire en un jour. Mais c'est ce qui fait peut-être que ce oui a été décidé et implémenté beaucoup plus rapidement peut-être que ça l'aurait été il y a quelques années. Avec une certaine agilité, hein, c'est un peu le mot à la mode. On a mis les gens sur un plateau, ils avaient leurs propres juristes, leurs propres financiers, leurs propres acheteurs. Ils n'allaient pas voir la direction des achats, la direction juridique. Et en 6 à 8 mois, ils ont sorti l'offre SOWI. C'était l'un des grands événements de l'année 2016. Alors, Pierre Mongin, là aussi, chez Engie, presque un peu la même question, sinon qu'il n'y a pas le nucléaire, mais vous aussi, vous êtes un historique à la base, un monopole à la base, etc. Et puis, aujourd'hui, la vocation, la volonté d'avoir une entreprise 100% ENR, comment se passe la transformation d'Engie et notamment cette mise en marche de l'ensemble de l'écosystème autour d'Engie, des salariés, de la direction, etc., des pouvoirs publics autour de ce nouveau modèle? Alors Engie, c'est un grand électricien, plus de 100 gigawatts dans 70 pays dans le monde. On est vraiment, c'est une partie essentielle de l'existence même d'Engie et de sa réussite. L'entreprise connaît une transformation absolument majeure. Oui. Un certain nombre d'ailleurs des éléments de Jean-Bernard s'appliquerait au cas d'Engie. Nous, on est parti d'un diagnostic, c'est qu'il y a 3 axes
de transformation à promouvoir, à pousser. Le premier axe, c'est l'axe, je dirais, de la décarbonation. C'est-à-dire comment est-ce qu'on sort de modes de production d'électricité extrêmement émetteurs de CO2 pour aller vers un système à terme 100% sans CO2. Et nous avons fait un choix qui est un mouvement massif de désinvestissement dans le monde de toutes nos centrales de production électrique à base de charbon. Et ce mouvement est lancé et très avancé aujourd'hui. Et nous pensons que lorsqu'on doit fermer des centrales, on les ferme. C'est le cas en Australie avec Hazelwood, parce qu'elles ne se répondaient plus à des normes. Nous ne souhaitons même pas les vendre parce que nous pensons que c'est notre devoir. Et donc, progressivement, nous nous adaptons à toutes les offres nouvelles d'électricité qui sont évidemment sur la base d'un mix avec essentiellement du renouvelable. Le deuxième axe de cette transformation du groupe, c'est l'idée que l'énergie se décentralise. Alors, je sais bien que ça va peut-être faire de la peine à M. Brotte, mais en réalité, progressivement, nous voyons dans un certain nombre de pays se créer des systèmes de plus en plus autonomes de production sur des communautés géographiques, des communautés d'habitants, etc. Une autonomie croissante de la production électrique. Et nous allons investir massivement dans cette démarche qui peut être liée ou pas au réseau en support. Tous les cas de figure se présentent, l'Afrique étant probablement l'exemple le plus emblématique du développement de l'électricité off-grid. Et puis, le troisième volet de cette transformation, c'est évidemment le digital. Alors, digital, c'est un peu la tarte à la crème, mais il n'empêche que ça change absolument. Là, il y a une vraie révolution chez Engie autour du digital. Parce que, pour nous, le digital, c'est quoi ? C'est certes de l'optimisation industrielle. Quand on a, par exemple, un système de supervision aujourd'hui de toutes nos éoliennes dans le monde qui est centralisé dans un seul centre de contrôle qui se trouve en Champagne-Ardenne pour l'ensemble du monde, c'est une optimisation du digital. Mais en même temps, le digital, c'est surtout d'être à l'écoute du client. Le client va construire ses usages. Tout va se passer autour du client. Et dans nos grandes entreprises qui avaient une tradition un peu d'être verticale et top-down, aujourd'hui, le digital permet un dialogue avec le client pour construire une offre qui est adaptée. Lorsqu'on a eu une nouvelle norme IP pour pouvoir permettre la connexion des objets, on a ouvert un champ gigantesque de ce dialogue avec les clients. Et l'avantage d'Engie dans cette transformation, c'est que Engie a été, avant d'autres, une entreprise qui apporte des services essentiellement dans le B2B, historiquement, dans l'électricité, dans l'installation, dans la maintenance. On a 100 000 salariés, nous, qui travaillent dans ce secteur des services. Et progressivement, avec la digitalisation, avec la nouvelle approche stratégique, ces 100 000 personnes vont devenir des gens qui vont apporter des solutions aux clients. Et passant du domaine du B2B, assez traditionnel, support à l'industrie manufacturière, au facility management, le chaud, le froid, la vapeur, l'électricité, le gaz, on va passer à une offre qui est une offre tournée vers la ville. Parce que ce qui est important demain, c'est le redesign des villes, la capacité de la ville à se transformer sur elle-même par l'énergie. Ça, nous y croyons beaucoup et je pense qu'on pourra apporter des solutions. Alors, Xavier Kaïtukoli, en réfléchissant, vous êtes le seul aujourd'hui qui soit né au XXIe siècle. Si je calcule bien, vous avez fêté, je crois, vos 15 ans il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, vous êtes né au XXIe siècle. J'allais vous dire que vous, le travail est déjà fait, en quelque sorte. Vous êtes complètement digitalisé. Bon, vous avez 2 millions de clients, c'est peut-être plus facile aussi. Il y en a évidemment beaucoup moins que pour les autres. Qu'est-ce qui reste à faire encore dans l'adaptation, la mutation pour un modèle comme Direct Énergie aujourd'hui ? Oui, alors beaucoup, effectivement. On est né il y a 15 ans. Il y a 15 ans, moi, je n'étais pas au cabinet d'Edouard Balladur. Je créais Direct Énergie avec mon associé. Jean-Bernard Lévy non plus. Non, Jean-Bernard Lévy, pardon. Et donc, le changement, la transformation, l'innovation, c'est un petit peu consubstantiel à Direct Énergie, puisque c'est une entreprise qui est partie de rien, qui aujourd'hui a 2 500 000 clients et qui s'est transformée à peu près tous les 6 mois. Et donc, je dis ça parce que je pense que c'est plus facile, quand on est un nouvel entrant, d'être innovant et d'être dans la transformation que quand on est un grand groupe. Ce n'est pas un jugement de valeur, c'est juste que l'innovation, la transformation, c'est pour moi un mouvement qui est résolument offensif. Et quand on est un historique, on a forcément
des choses à protéger, des parts de marché à défendre. Et donc la posture offensive est forcément arbitrée avec des postures défensives. Et donc le nouvel entrant est plus facilement orienté vers la transformation et vers l'innovation. Et je dis ça parce que l'innovation, elle a besoin d'un écosystème. L'innovation et la transformation, ce n'est pas quelque chose qu'on plante le matin en se disant ça va germer tout seul. On n'arrive pas le matin au bureau en se disant aujourd'hui je vais innover. C'est un écosystème à mettre en place. Et pour cet écosystème, je pense qu'il y a plusieurs ingrédients. Et l'un d'entre eux, c'est la concurrence. L'un d'entre eux, c'est la concurrence. Et c'est important parce que je me félicite aujourd'hui que d'autres arrivent et nous rejoignent. Beaucoup de choses ont été faites dans les 15 dernières années. Mais on est encore dans une situation où la concurrence a mauvaise presse dans le secteur. On voit un petit peu la concurrence comme un mal nécessaire, mais pas forcément quelque chose qu'on regarde avec bienveillance. Et donc, moi, ce que j'attends des pouvoirs publics, c'est qu'on arrive à terminer la mise en place de cet écosystème qui permette à la concurrence de s'exprimer Donc vous voulez totalement. je voulais en parler un peu plus tard parce que Jean-Bernard Lévy pourra vous répondre là-dessus. Vous voulez la fin donc des tarifs réglementés dans l'électricité au nom de la concurrence, de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Oui, mais notamment, on a été longtemps seul à défendre cette position. Je sais qu'aujourd'hui, on est au moins deux autour de cette table ronde à y être favorable. Moi, je pense que les tarifs sont aujourd'hui encore une entrave à la concurrence. Ils ne protègent pas le consommateur. L'ancien président de la commission de régulation de l'énergie l'a expliqué la semaine dernière. Il est allé remettre un rapport au ministre en charge de l'énergie lui expliquant un certain nombre de choses, notamment le fait que en termes de pouvoir d'achat, ce serait 2,5 milliards d'économies pour les consommateurs. Alors, Jean-Bernard Lévy a raison, c'est peu d'économies ramenées à chaque client, mais 2,5 milliards de pouvoir d'achat rendu à l'économie, c'est beaucoup. Et donc, oui, moi je crois qu'en termes d'innovation, aujourd'hui, on voit encore tous les fournisseurs, nouveaux entrants qui arrivent aujourd'hui, se positionnent avec des offres qui sont TRV-like, tarif réglementé like. On fait le tarif moins 5%, le tarif moins 10%. Etc. En termes d'innovation pour les offres, c'est un obstacle. Il faut mettre fin à ces tarifs, c'est certain. Alors, je voulais passer la parole à François Brotte, mais alors très rapidement, est-ce que vous voulez répondre, Jean-Bernard Lévy, sur effectivement son raisonnement que la vraie innovation, la vraie mutation, la vraie adaptation, c'est la concurrence et donc la fin des tarifs réglementés dans l'électricité. Nous avons la concurrence, en effet. Tous les Français peuvent choisir le TRV qui les protège, le TRV qui joue un rôle majeur dans le lien social. On peut aussi dire qu'il n'y a plus de lien social à protéger. C'est intéressant d'ailleurs de voir que d'anciens responsables changent d'opinion une fois qu'ils n'ont plus en charge justement l'ensemble des missions qui étaient les leurs auparavant. C'est intéressant. Et ce que je voudrais dire, c'est que cette concurrence, nous la vivons au quotidien. Nous pensons que c'est une vertu, la concurrence. D'ailleurs, nous vivons nous-mêmes dans d'autres pays, d'être, par exemple, derrière le groupe Engie en Belgique. Donc nous connaissons bien la façon dont ça se passe. Nous connaissons bien le marché britannique où il y a six grands opérateurs et une vingtaine de petits, avec toutes les difficultés que posent ces questions. Alors en France, nous avons le tarif réglementé. Le Conseil d'État va dire prochainement s'il doit ou non être maintenu sur l'électricité, sachant qu'il a dit il y a quelques mois qu'il ne devait pas l'être sur le gaz. Bien évidemment, nous nous adapterons et nous le défendrons parce que les Français, je crois, à travers EDF, ils voient une protection, une garantie, une assurance, quelque chose qui les rassure. Et puis ceux qui souhaitent économiser quelques euros, eh bien, vous avez beaucoup de succès et je m'en réjouis parce que ça montre que la concurrence fonctionne entre le tarif bleu, le TRV et les autres offres. Bon, alors, M. Pouyanné, vous leviez la main, mais j'aimerais bien voir François Brotte. Vous n'avez pas entendu Total contre le TRV. Je comprends très bien ce qu'est Jean-Bernard. Moi, je n'ai pas de problème avec le TRV. De façon générale, d'ailleurs, on ne veut pas aller... La concurrence, c'est sain quand c'est économique. Vous ne verrez pas Total jouer sur le terrain juridique avec le régulateur pour faire sa place dans ce marché. Alors, François Brotte, l'adaptation, c'est moins une mutation d'affaires. Hein. Vous êtes la colonne vertébrale, évidemment, le gestionnaire de transport du système. Quelles sont les problématiques de mutation et d'adaptation pour vous? C'est l'intégration dans le domaine numérique, c'est l'évolution des métiers pour toujours plus intégrer les ENR dans le système? Je vais essayer de vous répondre, mais d'abord, je comprenais que le volume de vos questions était au prorata du chiffre d'affaires des entreprises. Donc je me demandais si j'aurais un moment l'occasion de m'exprimer. Direct Énergie, il y a encore du chemin. Quand même, c'est juste une remarque comme ça. Et moi, je préfère, pour répondre à Pierre Mongin, avoir une vision plutôt qu'avoir de la peine. Hein, parce que
il a évoqué que le modèle d'Engie allait nous faire de la peine parce qu'il pourrait se passer des réseaux, notamment dans certains pays. Une première remarque qui n'est pas politiquement correcte, mais j'ai perdu l'habitude. Je pense que moi je suis pour que l'UFE soit débaptisée et s'appelle l'Union française de l'énergie et du numérique un jour. Parce que je pense qu'on l'a évoqué pour la transition énergétique qui va durer quand même quelques temps, avec la montée en puissance des renouvelables, c'est votre question, qui prend un peu de temps, qui n'est pas si facile que ça. Et je pense que, y compris quand on est porteur de parcs offshore, je dis ça à Engie, on a bien envie d'être accordé à un réseau, parce que sinon on ne voit pas comment son business model pourrait exporter les électrons, à moins qu'on puisse faire autrement par voie céleste, ce que je n'ai pas perçu comme une avancée technologique immédiate. Et donc, le gaz sert à faire de l'électricité, M. Pouyanné l'a dit, mais l'électricité peut être stockée par le biais du gaz. Et c'est ce qu'on fait avec GRT Gaz, nous, du côté de Fos-sur-Mer, pour expérimenter justement ce mode de stockage. Donc, l'alliance des deux énergies, elle doit se faire jour, et peut-être y compris au niveau interprofessionnel. Je le dis à Christine, elle sait que c'est mon point de vue depuis très longtemps. Et je dis numérique parce que le numérique, et nous on le vit, c'est aussi votre question. Nous avons une jambe électrique et une jambe numérique désormais. C'est-à-dire que pour que notre réseau ait l'intelligence de comprendre tout ce que nous ne disent pas les acteurs du marché à l'avance, tout ce que ne nous disent pas les consommateurs à l'avance, il faut qu'on soit plus malin, plus intelligent, plus véloce. Et donc c'est bien parce qu'on met des capteurs partout, qu'on met des logiciels partout, qu'on va gérer 1 million de données à la seconde bientôt, qu'on a besoin de cette intelligence du numérique qui va être absolument inséparable de l'exploitation et de l'équilibre des réseaux. Et merci d'avoir rappelé que tous ces acteurs pourraient parler tout seuls dans leur coin, mais sans réseau, ils ne pourraient rien faire. Oui, bien sûr. Alors, ça veut dire quoi sur est-ce que ça va modifier vos décisions d'investissement dans les infrastructures, dans les postes, dans les lignes, au bénéfice du numérique? Absolument. Alors nous avons un actionnaire principal qui est le régulateur, en fait. Je le dis, je dois Jean-Bernard Lévy de façon très libre, mais on en a déjà parlé. C'est le régulateur qui décide de nos investissements, qui les valide et qui décide de nos recettes. C'est-à-dire que, comme je dis vulgairement, on ne peut pas aller se faire de la gratte quelque part sans l'accord du régulateur. Bon. Et donc, en gros, on n'a pas vocation non plus à faire augmenter les tarifs. On pèse 7% dans la facture d'électricité. Et cette trajectoire de tarifs impose une trajectoire d'investissement. On fait à peu près 1,5 milliard d'investissement chaque année. Et donc, on est en train de distraire une partie de l'argent qu'on mettait sur de l'infrastructure lourde, sur le numérique, en gros 20%. On le fait au fil de l'eau. On abandonne un certain nombre de projets d'infrastructure lourde, soit parce qu'ils sont plus pertinents à l'aune de ce qu'ont fait les producteurs, soit parce que ça coûte très cher ou ça va être trop long à réaliser compte tenu de la flexibilité à laquelle nous devons faire face. Et donc, on préfère inventer des solutions numériques qui ne valent que parce qu'il y a de l'électrique à côté, au demeurant. Et donc, on distrait de l'ordre de 20%. Donc 20%, ça fait 300 millions. Et à terme, on peut être sur du 50-50, vous pensez, ou on aura quand même la prime toujours à l'infrastructure? Bon, je pense que les infrastructures, même si elles durent longtemps, il faut quand même les entretenir pour qu'elles vieillissent correctement. Ce qui est clair, c'est qu'on a 105 000 km de lignes, qu'on a un peu de mal à en faire beaucoup plus, et qu'en tout état de cause, on essaye d'optimiser, y compris sur le plan de l'infrastructure électrique, les lignes existantes. Donc, non, je ne crois pas qu'on arrivera à 50-50 pour dire les choses, mais par contre, on a un plan sur 15 ans de commandes numériques un peu partout dans nos postes. On fait des postes nouvelle génération, on en aura fait 5 à la fin de l'année prochaine, et on en a 2700, vous voyez qu'il y a du chemin à parcourir quand même. Bon, ben voyez, il fait moins de chiffre d'affaires, mais on peut quand même l'entendre, et on va vous entendre à Merci nouveau, de votre, notamment sur bienveillance. Ben, je vous en prie, sur un certain nombre de sujets. Peut-être le nouvel actionnariat, qu'est-ce que ça pourrait changer dans votre mutation, je ne sais pas. Ou l'Europe, par exemple, s'il y avait de nouveaux périmètres pour les gestionnaires, ben là aussi, qu'est-ce que ça changerait pour l'innovation, l'adaptation et l'adaptation? C'est une question que vous me posez? Non, je vous donne rendez-vous. pour l'innovation, l'adaptation et l'adaptation de RTE. Alors, cher monsieur Sadirac, vous les avez écoutés là aussi. Je vous dis, bon, il y a de l'argent, il y a des enjeux, il ne manque pas d'initiatives, bien évidemment, il y a des convergences, il y a des divergences. Et quand je vous ai posé la question au téléphone, vous m'avez dit, mais moi, le problème, c'est que l'électricité, mes étudiants s'y intéressent assez peu. Par contre, ils s'intéressent à la transition énergétique. Ils sont sensibles au choix des entreprises. Mais le marché de l'électricité, les enjeux de l'électricité, ça leur passe un peu au-dessus. Comment vous l'expliquez ça, alors qu'on a l'impression que l'électrique, Dieu sait si c'était un secteur hyper gratifiant, hyper technique dans notre pays? Du coup, depuis qu'on s'est parlé au téléphone, j'ai reparlé avec pas mal d'étudiants. Oui. Et effectivement, ils n'ont aucune idée. C'est aussi simple que ça. Ils savent, pour eux, l'électricité, c'est branché, ça marche. C'est la prise. c'est quelque chose qui ne se pose même pas la question de savoir si... ça paraît normal qu'il y en ait. Et toute l'infrastructure qu'il y a derrière, ils ont une incompréhension. Alors après, mes étudiants, c'est quand même des étudiants qui sont spécifiques, qui sont très orientés
numérique Sûr. et qui vont aller travailler beaucoup plus donc avec des ordinateurs. Alors, tout le monde est conscient qu'il faut de l'électricité. Ils sont bien conscients que s'il n'y a plus d'électricité, plus rien ne marche et donc leur métier disparaît. Donc ils sont bien conscients que c'est nécessaire. Mais c'est un peu comme quelque chose qui est dû. C'est quelque chose qui est tout à fait naturel. Après, les entreprises électriques, ils les connaissent. Ils connaissent toutes les entreprises qui sont là, y compris Total. J'ai des étudiants qui vont dedans. On a aussi des actions d'innovation, puisque par exemple avec Engie, on a fait un hackathon il n'y a pas très longtemps. On a travaillé sur des drones. Enfin, il y a avec EDF aussi, puisqu'on est sur des farms d'entreprises, etc. Donc, ils sont quand même en interaction. Mais ils ne voient pas l'entreprise cette fois-ci comme la finalité électrique, mais plutôt comme un terrain d'innovation numérique qui est en dessous. C'est pas la finalité d'amener l'électricité chez les gens qui les intéressent, c'est plus le service qu'ils vont rendre et la complexité. Alors, mes étudiants sont très férus de complexité. Et très clairement, ils sont conscients que ces enjeux sont très complexes et impliquent du big data à très grande échelle, avec des choses très intéressantes et un domaine d'utilisation qui est pertinent et complexe, mais qui n'est pas la finalité. Après, ce que je disais tout à l'heure, mes étudiants, je pense, et je pense un peu vrai, tous les jeunes que je fréquente actuellement, sont très concernés par l'histoire de la transition numérique au sens de l'écologie à terme. C'est-à-dire qu'ils sont bien conscients qu'il faut que ça change. Et en plus, mes étudiants, je pense qu'ils ont une nécessité aujourd'hui, quand ils travaillent, d'avoir une finalité. C'est-à-dire de savoir à quoi sert ce qu'ils font. Moi, j'en ai vu dernièrement, je ne vais pas citer le nom, mais on a un étudiant, j'ai rencontré un DRH d'une banque, où l'étudiant a dit non, je ne vais pas travailler chez vous, vous faites du mal. Mais vraiment, quoi. Donc là, il était choqué. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui, je pense, il y a 10 ans, n'existait pas. C'est-à-dire que ça n'aurait pas été un élément de choix suffisant pour qu'un étudiant décide d'aller travailler ailleurs. Quand je vous ai aussi interrogé, vous m'avez dit mais la façon d'apprendre aujourd'hui des ingénieurs n'est pas la bonne. Alors j'étais un peu étonné, parce que vous me disiez, en fait, et vous m'avez dit, je vous cite, de toute manière, ça ne sert à rien d'apprendre. C'est même idiot, on ne peut pas lutter avec l'intelligence artificielle aujourd'hui et demain, qui sera totalement automatisée. Et donc, toutes ces grandes entreprises ne doivent pas être tellement dans ce domaine-là. Elles doivent surtout apprendre à ce que les ingénieurs qui rentreront chez elles créent, cogitent, inventent, collaborent. Oui, donc là mon point de vue global, je vais même un peu plus loin. Je dis aujourd'hui, apprendre, c'est inutile, dangereux et ça rend idiot. Donc, oui, dangereux même. Il me l'a dit d'ailleurs. Si on va jusqu'au bout. Ouais. En gros, ce qui est en train de se passer, effectivement, c'est lié à l'apparition de systèmes automatiques de traitement de l'information qui est en train d'émerger et qui va extrêmement vite. On était avec Google IA la semaine dernière à faire des hackathons chez nous. Aujourd'hui, on est capable de traiter la connaissance comme effectivement un bien. On peut imaginer comme de l'électricité, en fin de compte. On peut vous l'amener directement dans le cerveau quand vous en avez besoin. Ça, c'est pour dans 5 à 10 ans. Ce qui veut dire concrètement, il faut imaginer un monde dans lequel chaque fois que vous posez une question, vous avez la réponse de l'humanité. Pas votre réponse, pas celle des profs que vous avez vus, mais la réponse de l'ensemble des connaissances de l'humanité à ce moment-là, et avec toutes les déductions applicatives qui vont avec. C'est-à-dire qu'on sera capable de le contextualiser dans votre contexte. Ce qui veut dire que finalement, avoir stocké toute cette connaissance n'est plus un avantage. Et donc maintenant, qu'est-ce qui reste? Où est-ce qu'on doit développer? On doit développer justement cette capacité créative, cette capacité à en rentrer en empathie avec ses clients, comme on entend depuis tout à l'heure. En fin de compte, j'entends que ça, parce qu'il y a finalement très peu de problématiques qui sont purement des problèmes d'ingénierie. Il y a de l'ingénierie derrière, je ne dis pas qu'il faut enlever l'ingénierie, mais l'ingénierie sans l'empathie qui va avec la communauté qui va en face, elle disparaît. Or, cette partie ingénierie, elle va se développer très fortement techniquement par des ordinateurs, et donc on va devoir avoir beaucoup plus, en tout cas on va pouvoir avoir plus de capacité au niveau des individus à rentrer dans cette zone d'empathie, de créativité et de co-créativité. Voilà. Et donc aujourd'hui, nos systèmes de formation ont à s'adapter et à aller dans ce sens-là. Et bien sûr, les entreprises aussi, d'ailleurs elles le font. On a pareil aussi beaucoup de partenariats dans la transformation numérique avec beaucoup d'entreprises, en sont tout à fait conscientes, avec un changement de paradigme des salariés de l'entreprise qui vont moins vers une forte, je dirais, possession technique des choses, mais plus vers une capacité en empathie et en interaction avec les autres, et la mise en réseau de tout ça. Voilà. Donc ça, c'est notre globalité en termes de formation. Alors moi, je suis dans la formation initiale. Donc, je forme des gens qui vont être sur le marché dans 10 ans et qui vont participer à ça. À côté de ça, on est aussi à l'interaction avec ceux qui sont déjà là, bien sûr. Et on le fait aussi en grande partie justement par l'altérité. C'est-à-dire que c'est la rencontre des différences qui fait qu'on est obligé de s'interroger pour se dépasser. C'est un peu le principe de la concurrence. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on est un huis clos de gens qui savent, ça ne bouge pas trop, quoi. Donc, il faut rajouter, dans ces huis clos, il faut rajouter des interfaces pour que des enviants viennent perturber le système. Qu'est-ce que vous en pensez les uns les autres là? Je démarre avec vous, Patrick Pouyanné. Vous avez eu le prix de
ou Monsieur Brotte voulait dire un petit mot, allez-y. Si vous pouviez démarrer avec moi cette fois-ci, Allez-y, ce serait formidable. C'est lui après qui va me dire, mais moi je fais du chiffre d'affaires et je parle pas. Hein. Alors allez-y. Je ne sais comment vous remercier. Non, je crois que c'est les jeunes qui me font réagir. Et puis ce que disait Pierre Mangin tout à l'heure, il faut se méfier de cette idée que tout le monde demain pourra être très autonome. Et s'il y a chez les jeunes cette dimension, comme dans d'autres domaines, nous on prévoit que, parce que nous sommes une entreprise du 21e siècle, vous avez oublié de le citer, mais il n'y a pas que mon voisin hein, pour le coup. On est Ah oui, la création en tant que telle d'RTE, oui, vous avez raison. En tant que telle, oui. Oui. Et comment ? Cette indépendance, elle est récente. Voilà. Et donc, on vise de l'ordre de 4 millions de foyers qui seront autonomes demain quasiment avec leur propre production d'électricité, les batteries qu'ils achèteront chez les uns ou chez les autres. Mais ils auront quand même toujours besoin, pour leur sûreté d'approvisionnement, de temps en temps, d'avoir une petite sécurité ou de temps en temps pour évacuer leurs électrons entre plein et les vendre, avoir une petite sécurité. J'entendais une interview d'une dame à Ouagadougou lors de la visite du président de la République qui disait « Certes, on a fait naître ici et là de la production d'électricité en local, mais quand le réseau est arrivé, c'était magique. » Il ne faut pas oublier une chose, c'est que l'électricité, je n'ai pas fait beaucoup de physique, j'étais pas très bon, mais c'est la fréquence, la tension, la puissance et l'énergie. C'est composite. Et que ça ne se gère pas juste avec une pile, et avec un seul mode de production. Et que selon le type de consommation dont on a besoin, et je pense notamment aux artisans, je pense notamment aux industries, c'est pas la même chose qu'est créer une ampoule, c'est un peu plus complexe. C'est que le réseau, de ce point de vue-là, qui devient plus un réseau assurantiel qu'il n'était un réseau de transit jusqu'à présent, devient effectivement quelque chose qui reste incontournable. Donc ne nous leurrons pas, on va avoir besoin longtemps d'une expression de plus en plus décentralisée, de plus en plus locale, une appétence forte pour être autonome, mais avec cette nécessité d'avoir, et vous l'avez dit, de la mise en réseau, ça ne vaut pas que pour le numérique. Eh ben, merci pour nous rappeler cette précision. Effectivement, dans le bilan prévisionnel d'RTE, les 4 millions, je crois, en autoconsommation à terme, on en parlera notamment cet après-midi. Merci à vous, cher Monsieur Brotte. Alors, je reviens à vous, Monsieur Pouyanné, donc du côté de Total. Alors, vous avez eu le prix de l'entreprise la plus digitalisée du CAC 40, je crois. L'an passé, c'était vous, d'ailleurs, il me semble, chez Engie, voilà, c'est ça. Donc, vous êtes passé le flambeau. Vous allez passer après à Jean-Bernard Lévy pour l'an prochain. Alors, comment ça se gère? Comment fait-on dans une culture aussi d'ingénieur dans votre métier que dans celui de l'électricité pour vos 90 000 collaborateurs, 35 000 en France? Et où sont les problématiques d'intelligence artificielle dans tous ces métiers? Je vais être vachement savant parce que c'est le hasard, mais je viens de passer 2 heures à présider le comité digital du groupe avant de venir à cette conférence. Comme quoi, le hasard fait bien les choses. Et oui, vous voyez. Je voulais juste dire à M. Sadirac, vous savez, les ingénieurs, moi, quand j'étais jeune, j'ai appris dans mon école d'ingénieur qu'un ingénieur, c'était quelqu'un qui apprenait à ignorer et qui n'apprenait pas à apprendre, contrairement à ce qu'on pense. Apprendre à ignorer, c'est ça un vrai ingénieur. Pas tout savoir, on le sait depuis longtemps, et vos jeunes, finalement, ils réécrivent la roue. Non, mais je crois que l'innovation, vous savez, et je m'inscris, je vais répondre là à Xavier de Direct Énergie. Je ne pense pas que c'est parce qu'on est petit qu'on innove. D'ailleurs, je vais vous dire, si des groupes comme les nôtres sont les leaders mondiaux qu'ils sont, c'est parce que justement, ils ont su trouver au fil des années et des décennies la capacité en permanence à innover technologiquement. Ce qui fait la force d'un groupe industriel de taille mondiale, et ce qui d'ailleurs est son principal talon d'Achille, à mes yeux, ça serait sa capacité à ne plus se remettre en cause, à ne plus innover. Et le management supérieur, le leadership du groupe, doit justement passer son temps à quelque part susciter ce sentiment d'innovation. Je veux dire, une entreprise comme Total, quand on était à $100 du baril, on était tellement riche, on avait tellement d'argent qu'on ne savait plus quoi en faire, qu'on commençait à devenir paresseux. Ce qui nous a réveillés, c'est la chute du prix. Et un des premiers actes d'ailleurs de patron du groupe, ça a été de nommer un Chief Digital Officer. Mes collègues se sont dit, qu'est-ce qu'il lui prend? Il est en train de couper les coûts, il crée un Chief... Et en fait, je veux dire pourquoi. C'est parce que dans les enquêtes internes, il y avait quelque chose qui m'inquiétait, qui était que les 90 000 ou 100 000 salariés Total disaient ne pas avoir le sentiment qu'on innovait assez. Et donc, j'ai voulu utiliser le digital plus comme un ferment d'innovation. Et là, ce qui se passe grâce à cela, parce que ça se décentralise également dans l'entreprise, c'est des tas d'initiatives. Et ce matin, j'ai assisté pendant 2 heures à un comité digital à travers, et ce qu'on me présentait, c'est des tas d'initiatives qui se passaient un peu partout, encouragées. Ça ne coûte pas très cher. En plus, l'avantage, c'est que le digital, ça demande, certes, des équipes, des cerveaux, mais en termes d'investissement, du logiciel, du soft, etc., ce n'est pas quelque chose qui est très coûteux. Donc, on peut susciter ce sentiment, et c'est fondamental pour un groupe comme le nôtre, et c'est pour ça que je m'inscris en faux que, parce qu'on est gros, on ne peut pas innover. Au contraire, c'est tout le savoir-faire de cette entreprise. Alors, les petits sont mobiles, mais les gros peuvent être mobiles. Vous savez, après, c'est une question d'agilité interne. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Et honnêtement, d'ailleurs, ce prix qu'on ne s'attendait pas à avoir,
Ça m'a un peu inquiété sur les autres, parce qu'on n'en avait pas le sentiment d'être aussi innovant que ça tous les matins. Bon, mais Faut pas le dire aux échos, c'est pour hein. garder de l'humilité. Ça veut dire nous, on considère qu'on a encore beaucoup de progrès à faire. Mais ça veut dire aussi, quelque part, le fait que ce soit Engie avant et nous après, et je sais que Jean-Bernard et RTE, tout le monde, c'est que la rencontre, vous l'aurez l'année prochaine, vous verrez, on va vous aider. La rencontre énergie numérique, enfin, le numérique, et qu'en même temps, comme l'a dit François Brotte, n'oublions pas que l'énergie, c'est très compliqué et que pour M. Sérac, il faut qu'il y ait quelqu'un qui fabrique les électrons. Hein. Et s'il n'y a rien qui les fabrique, et l'énergie, elle a 3 fondamentaux. L'un d'entre eux, c'est sa disponibilité. Parce que ce qu'on attend d'abord de nous tous, collectivement, c'est de la rendre disponible à tout temps, à tout moment et tout instant. Donc, il faut du hard, il faut du soft, et l'un va avec l'autre, mais il ne faut pas oublier qu'il faut quand même du hard, des investissements, et donc que tous les acteurs ont leur place dans cette affaire. Bon, allez, Xavier Caïticoli, rapidement là-dessus. Je ne sais pas si vous voulez répondre à la réponse de M. Pouyanné. Moi, je voulais vous interroger sur les GAFA, sur la disruption par les GAFA, et après avoir aussi Jean-Bernard Lévy sur le sujet. Oui, non, je ne crois pas qu'on soit en désaccord. Moi, j'ai simplement dit que c'était plus naturel d'innover quand on était petit. Ce n'est pas impossible d'innover quand on est gros. C'est juste plus compliqué. Moi, j'ai beaucoup d'estime pour la transformation que mène Engie et qu'a décrite Pierre Mongin, qui est une transformation rapide, compliquée et qui est menée, je crois dans la bonne direction. Donc, c'est pas impossible, mais c'est plus compliqué. On peut citer également, et c'est dommage que Philippe Monloubou soit pas là, on peut citer aussi le cas d'Enedis. Il sera là cet après-midi. Et une entreprise qui innove, qui a installé le compteur Linky. On a longtemps été, et on est toujours l'un des farouches défenseurs et promoteurs du compteur Linky, qui est souvent injustement attaqué. Et j'espère qu'on posera la question tout à l'heure à Cédric Vellani. Mais aujourd'hui, on sous-utilise le compteur Linky et on va sous-utiliser le compteur Linky. Vous parliez des GAFA. Le compteur Linky, aujourd'hui, pour pouvoir stocker la courbe de charge des clients, il faut demander le consentement préalable du client. Alors que les GAFA que vous évoquez en permanence captent des données, les utilisent, etc. Nous, dans l'électricité, on serait les plus bêtes du monde, on se tire une balle dans le pied et on est obligé de demander le consentement du client. On a des compteurs Linky qui ne stockent pas les courbes de charge, qui sont utiles pour le consommateur, pour avoir des offres qui lui sont adaptées, qui sont utiles aux collectivités locales pour faire évoluer leur réseau, qui sont utiles aux fournisseurs pour faire évoluer leurs offres. Eh ben nous, on n'est pas capable de les capter. C'est un petit peu comme si, au bout de la fibre optique, on branchait un Minitel. Eh ben, je trouve ça extrêmement dommage. Et juste, je fais une petite incidente parce que j'étais un petit peu bâché par Jean-Bernard Lévy sur les tarifs réglementés. Donc, je réagis en 3 mots. Moi, je conteste l'idée que les tarifs réglementés soient protecteurs. Je pense qu'il y a d'autres solutions pour protéger. François Brotte, dans une autre vie, on avait mis en place quelques-unes. Moi, je pense que les tarifs réglementés, ils sont protecteurs de rien du tout. Les tarifs réglementés, si on pose la question et je sais que dans cette salle, ils sont un peu populaires, peut-être parce qu'on est peut-être, ce que disait Nicolas Sadirac, le huis clos des gens qui savent. Mais si on pose la question à vos étudiants de savoir s'ils connaissent le tarif réglementé et s'ils se sentent protégés, eh ben, je ne suis pas certain de leur réponse. Alors, un mot au mot. Mais en effet, le tarif une réponse à la réponse et après sur les GAFA, il s'adresse à bien d'autres populations que les étudiants de Nicolas Sadirac. Et je crois qu'il ne faut pas oublier qu'on a des responsabilités vis-à-vis de tous les Français, c'est qu'ils puissent s'éclairer, même quand ils ont très peu, et se chauffer, et regarder la télé, etc., lorsqu'ils ont très peu de moyens. Je voudrais juste revenir un petit peu sur l'innovation. Je partage pas mal de choses qui ont été dites par Pierre et par Patrick, à défaut de partager un prix, ça viendra peut-être plus tard. Je voudrais juste dire deux ou trois choses. Pour nous, la transformation numérique, elle ne fonctionnera que si c'est l'affaire de tous, si tout le monde se sent concerné. Et donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles, Patrick, moi, je n'ai pas mis en place de CDO. Parce que dans une boîte qui a besoin de se transformer plus rapidement, je ne voudrais pas qu'il y ait une excuse en disant « maintenant, ça, c'est l'affaire du Chief Digital Officer ». Et je voudrais que chacun, dans l'ensemble du groupe, se sente concerné. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'il faut vraiment utiliser toutes les armes qui sont à notre disposition, c'est-à-dire la formation, c'est-à-dire les investissements. On a mis en place une petite structure interne qui s'appelle EDF New Business pour être en mesure d'investir dans des projets. Il faut qu'on travaille dans des incubateurs. Je crois qu'on a près de 30 incubateurs et plus il y en aura, plus je serai content parce que ça veut dire que les gens s'approprient cette nouvelle façon de travailler. Et puis bien sûr, on a investi dans des startups directement ou à travers des fonds. Il y a le projet Y aussi qui permet aux jeunes de s'exprimer. Qui permet à des jeunes aussi d'exprimer. Je vous cite dans une interview dans Challenge. Oui. La troisième chose que je voudrais dire, c'est que cette transformation, elle passe aussi par une valeur qui n'est pas dans la culture d'EDF, c'est le droit à l'erreur. Il y a des domaines dans lesquels on n'a pas le droit à l'erreur.
Mais il y a des domaines dans l'innovation, il faut qu'on accepte qu'on puisse se tromper. Puis la quatrième chose, je reviendrai juste en un mot, je suis d'accord, il faut que nous sachions en France faire de Linky l'arme anti-GAFA. Et aujourd'hui, ce n'est pas bien parti parce qu'il y a trop d'obstacles à cela. Mais il faut que Linky devienne, pour nous tous autour de la table, une arme anti-GAFA. Avec des applications qui sont dessus ? Avec des applications qui sont dessus et une souplesse d'emploi qui aujourd'hui est un peu trop contrainte. François Braud, vous voulez rajouter un petit mot ? Un mot avant qu'on évoque les GAFA, et pas un mot pour dire qu'on peut à la fois être petit et gros, parce que ce serait déplacé. Il n'a pas perdu son humour d'une année à l'autre. Non, c'était une remarque juste de... Non, simplement, nous sommes le réseau des agrégateurs de Smart Grid. Les études que nous avons faites démontrent que tous les investissements en Smart Grid, avec ou sans Linky, et moi je suis aussi un défenseur de Linky parce que c'est une intelligence déportée, interactive, indispensable. Tout ça, lorsque ça s'agrège, c'est le mot consacré, ça peut rendre service au système électrique pour qu'on fasse appel à moins de production à un certain moment. Et notamment, c'est le cas de l'effacement ou d'autres. Mais on montre que tous ces petits investissements d'intelligence déportée, animés ou pas par les GAFA d'ailleurs, ils ne trouvent leur réalité économique que parce que, en les regroupant à certains moments, à certaines heures de tension sur le réseau, ils ont rémunération. Et donc, il y a une alliance, une complicité économique de fait entre le système d'ensemble et toutes les petites initiatives qui, lorsqu'on les regroupe, trouvent une alternative en matière d'économie, parce que sinon, si sur le seul quartier où elle se développe, j'étais en liaison avec un adjoint au maire de Nice il y a peu qui me dit on a fait un éco-quartier de 500 logements. On a beaucoup investi et on n'arrive pas à retrouver notre retour sur investissement quand on raisonne que sur le quartier. Qu'est-ce qu'on peut apporter au système électrique pour se faire un peu de beurre en plus, pour du coup réinvestir dans des smart grids? Je pense que c'est le bon exemple qui démontre que l'un a besoin de l'autre dans un mode de relation qui est nouveau. Et c'est vrai que les GAFA ne doivent pas être ceux qui prennent demain toute la valeur ajoutée du système. Ce serait scandaleux. Pierre Mongin, sur les GAFA, j'allais dire qu'on vous entend moins, NJ. C'est marrant, moi, c'est la perception que j'ai par rapport à EDF, on pense toujours à EDF attaqué, on pense à la stratégie fougueuse des alternatifs. Et vous, peut-être qu'on vous entend moins. Chez Engie, est-ce à dire que vous ne les craignez pas, que vous pensez qu'il y aura toujours la prime à l'historique aussi, à la confiance, aux fournisseurs? Non, il faut être lucide, il faut regarder les choses en face, et effectivement, il faut éventuellement se préparer à une offensive. Mais ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait que vos étudiants, au fond, étaient très loin de comprendre, malgré leur intelligence, malgré leur ouverture d'esprit, etc., les enjeux de la transformation énergétique et la compréhension de ce qui sous-tend le fait que quand on branche son portable à recharger, il y a du courant, ou sa tablette. L'énergie, l'électricité, c'est un métier. C'est un métier. Et je pense que dans le dialogue avec le client, surtout si on est capable d'enrichir très fortement l'offre, d'aller au-delà du compteur, comme disait Jean-Bernard tout à l'heure, c'est-à-dire être capable d'amener de l'objet connecté, des capacités de régulation de la température, des systèmes de supervision à distance, toutes sortes de compléments de services chez les particuliers, comme pour les entreprises, on est, je dirais, pas tranquille, on ne sera jamais tranquille, on ne peut jamais être tranquille quand on est une entreprise, mais on aura une compétence qui, de ce point de vue-là, fera la différence sur le marché. Je voudrais rassurer M. Brodt, que j'ai taquiné tout à l'heure sur la décentralisation de l'énergie. Bien sûr, on a besoin du réseau. Bien sûr, on a besoin du réseau. Et il a dit quelque chose qui me paraît très important pour le débat. C'est qu'il a dit qu'on avait besoin de toutes les formes d'énergie, même si aujourd'hui, 90% de l'offre additionnelle en France, c'est du renouvelable pur, à intermittence. Et c'est très bien comme ça. Il a dit qu'on a besoin de toutes les formes d'énergie. Et il a parlé, et je voudrais revenir là-dessus, sur le mariage du gaz et de l'électricité. Il y a les batteries pour stocker, c'est bien. Mais il y a une forme de stockage qui est fantastique, qui est le gaz. Et tout ce qui est autour du power to gas, et le gas to power, évidemment, c'est quelque chose d'absolument essentiel pour le soutien de cette disponibilité de l'énergie dont on a le plus grand besoin. Donc, on est totalement d'accord là-dessus. Ce sont des innovations, des investissements qu'il faut faire
et qu'on va faire de manière cohérente les uns avec les autres sur ces sujets-là. Mais vous avez fait des annonces il n'y a pas longtemps, là, hier ou avant-hier, sur tous ces sujets-là, notamment viser 100% de gaz renouvelable en 2050, Oui, alors, la production d'hydrogène. Je sais bien qu'on n'est pas dans le lieu où on doit parler du gaz. Bon. Mais je pense que quand même, le cousinage entre nos associations professionnelles d'ailleurs et ces sujets me paraît extrêmement important et urgent dans l'intérêt de l'électricité. Ça me paraît absolument fondamental. On ne traitera pas la pointe et l'intermittence sans le soutien du gaz pendant encore de nombreuses années. Et le gaz, nous le savons, c'est 2 fois moins de CO2 émis que le charbon. Voilà. Donc c'est quand même une solution absolument raisonnable et indispensable. Nous sommes aussi exploitants de nucléaire, un grand exploitant en Europe, en Belgique, et nous savons bien que les... Mais vous allez en sortir et on pas est dans... du tout, pas du tout. À terme. Pas du tout. Et le nucléaire, c'est la base. C'est la base. Après, il y a une violence de l'intermittence qui est fortement accrue par la volatilité du renouvelable. On sait, Jean-Bernard le sait comme moi, que par moment, il y a moins d'eau dans les rivières en ce moment, par exemple, que le vent, c'est pas toujours là, et le soleil, ça dépend des jours. Donc, finalement, le gaz sera le soutien du système, il n'y a pas de doute. Bon. Alors, Oui. pour finir là-dessus, je voudrais revenir sur ce qui a été dit et qu'on oublie un peu dans ce débat, c'est l'humain. La transformation, ça passe par des hommes et des femmes dans l'entreprise qui comprennent les enjeux, savent où on va, savent pourquoi ils servent. Et dans nos entreprises d'énergie, il n'y a pas trop de mal à leur expliquer l'intérêt général du boulot. Mais ce sont des gens aussi qu'il faut former constamment. Et on ne peut faire ces transformations dans des grands groupes comme les nôtres que si on crée des outils pour la mobilité, pour la transparence des disponibilités de postes, les priorités données à ceux qui doivent se reconvertir et tout l'accompagnement de formation. Et c'est parce qu'avec les partenaires sociaux, on arrive à faire ça qu'aujourd'hui, on peut transformer des groupes comme les nôtres. Il ne faut pas oublier cette dimension. Et tout ce que vous apportez, vous, à vos jeunes recrues, eh ben, on essaye, nous, de le faire à tous les âges pour nos salariés. Eh ben, merci à vous, donc, si vous Pierre permettez, Mongin. La question juste du nucléaire est quand même très posée en Belgique. Vous avez vu quand même que le gestionnaire d'infrastructure estime que c'est possible dès 2025, je crois. Et voilà, et que la question est très, très posée. J'imagine que vous devez y réfléchir de manière très précise. Alors, et que ça fait partie de vos mutations comme d'autres. Alors, Monsieur Pouyanné, Monsieur Brodt, encore, décidément, infatigable. Je suis loin de vous, donc c'est compliqué. Infatigable. Non, sur cette affaire du gaz, et ma remarque tout à l'heure sur l'Union française de l'énergie et du numérique, j'étais à Tallinn, comme quelques autres ici en Estonie, dans un débat sur l'électricité. Le commissaire européen chargé de l'énergie, les parlementaires des pays de l'Est qui traitaient de ces questions, ils ont parlé pendant la moitié du temps du gaz. Ce n'était pas le sujet de la conférence. Mais la référence au marché du gaz, l'organisation du marché du gaz, les solutions pour le gaz dans le Winter Package influencent l'électricité. Vous avez aujourd'hui 11 opérateurs de réseau, j'en termine, qui sont à la fois gaziers et électriciens. Donc on ne peut pas, en France, dans la mesure où on a quand même un débat en Europe, ne pas ignorer que ces deux mondes sont étroitement liés. C'est tout. Alors, Patrick Pouyanné, vous avez déclaré, et c'est intéressant d'avoir la réaction de M. Sadirac, qu'il faudrait une école 42 dans l'industrie prochainement et qu'il faudrait réfléchir, enfin l'équivalent, si Je n'ai vous pas voulez. déclaré ça du tout, j'ai dit... Je revois j'ai mes dit petites simplement... fiches, mais- Non, vous avez mal lu. faut lire c'est ce- possible, c'est possible. J'ai mais- dit que Total, la fondation Total, allait porter un projet d'équivalent. Alors j'ai pris l'école 42 oui. parce que vous êtes devenu célèbre, que tout le monde considère que c'est vertueux. Et c'est pas tout à fait d'ailleurs exactement le concept que j'ai, puisque c'est pas tout à fait l'école de la seconde chance, l'école 42. Mais une école, je pense que les grands groupes, ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, nous devons nous engager, et notamment dans la formation des jeunes, et que donc on porte un projet à travers la Fondation Total de créer une école de la deuxième chance dans les métiers de l'industrie. Alors les métiers de l'industrie, on verra, il y a plusieurs idées. Le numérique, quelque part, rejoint. On ne va pas faire concurrence à l'école 42, que je trouve un très beau modèle. J'ai beaucoup discuté avec Xavier Niel, et je dois visiter bientôt l'école d'ailleurs de Nicolas Sadirac. Mais je trouve que c'était autre chose. Donc c'est pas on va faire pareil, c'est on va faire et on va essayer de s'y mettre. Donc voilà, c'est un projet mobilisateur qui vise à quelque part nous ancrer Mais ça dans peut la s'en formation. inspirer fortement et être donc, comme vous le disiez, l'équivalent. Équivalent, on verra. En tout cas, c'est l'idée que Total porte un projet éducatif, un projet professionnalisant par nous-mêmes sur des métiers industriels qui amènent des jeunes
auxquels parfois ce que propose l'éducation nationale classiquement ne répond pas à leurs attentes, et une autre forme d'enseignement qui essaie de les mener vers des métiers. Et je pense qu'on a besoin dans ce pays de mobiliser toutes les forces. L'État ne peut pas tout, comme j'ai dit, et que des grands groupes comme les nôtres, on peut aussi avoir une légitimité à intervenir sur cette question de la formation professionnelle. En tout cas, je me sens tout à fait légitime à le faire. Et je ne vois pas pourquoi ce sont des entrepreneurs privés comme Xavier Niel qui le font à travers l'école 42 et que des groupes cotés comme Total ne le feraient pas. Voilà, donc, Et ce serait bien d'associer d'autres noms? Bon, écoutez, on est un peu égoïste. On va déjà essayer de le faire par nous-mêmes, puis on verra après. Mais si on fait, si d'autres veulent le faire également, je pense que vous savez, il faut multiplier les initiatives dans ce pays. Multiplier les initiatives pour répondre à l'attente des jeunes. Voilà. Et donc, si nous, on sert de leader et qu'on veut nous recopier ou s'allier, eh ben, on aura aussi fait œuvre utile. J'en ai débattu avec Jean-Michel Blanquer récemment, qui en était totalement d'accord. Donc, je pense qu'il faut que les grands groupes de ce pays s'engagent encore plus qu'on ne le fait et qu'on le montre et pas qu'on attende encore une fois que, parce qu'on paye des impôts, l'État va le faire à notre place. Votre réaction, M. Sadirac, est faire d'une façon ou d'une autre quand même l'équivalent pour l'industrie de votre école. Écoutez, moi je peux que saluer l'initiative, c'est une bonne idée. Il y en a à mon avis très clairement besoin. Il suffit de regarder l'état des lieux, on a quand même 150 000 jeunes qui sortent de notre système complètement chaque année. Il y a des besoins de l'autre côté, je suis sûr que Total a du mal à trouver les ressources sur certains domaines comme presque tout le monde. Donc il y a forcément des solutions à mettre en œuvre. Parfait, ben merci à vous tous. Est-ce qu'il y a un mot de la fin que vous voulez prononcer, Monsieur Jean-Bernard Lévy, sur le nucléaire? Finalement, on n'en a pas tant parlé que ça. Est-ce que le nucléaire, innovation, rare, hein. Mutation, adaptation, numérique et nucléaire, mais il y a la question de la sûreté. 1 heure sans parler de nucléaire. Oui, vous avez vu, extraordinaire. Alors, un petit mot là-dessus ou Non, pas spécialement. Non. Je voudrais simplement me réjouir que tous les intervenants dans cette table ronde, comme vous l'avez dit les uns et les autres, voient que l'électricité, c'est la solution. C'est la principale solution aux problèmes qui nous sont posés, nous, entrepreneurs et industriels, par rapport aux besoins de protéger la planète, que c'est un moyen unique et que donc nous y sommes fortement attachés. Et puis je voudrais aussi dire que j'espère que la prochaine fois, on ne sera pas aussi loin de la diversité à cette estrade. Exact. Merci. Mais Madame Kocher a été invitée, mais n'a pas pu malheureusement se libérer. Merci à tous les 6. Merci François Brotte, merci Xavier, merci vous, Monsieur Lévy, merci Monsieur Pouyanné, Monsieur Mongin et Nicolas Sadirac. J'aimerais bien qu'on les applaudisse chaudement. Vous avez été sympathique, je reviendrai. Merci à vous tous. Et il reviendra, il a trouvé le débat sympathique. Merci à vous tous.